Nommez-moi, citez-moi un seul pays dans le monde que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont sauvé de la misère, ont développé. Quel pays? C'était un goulot d'étranglement. On a imposé aux pays africains des règles qui ont empêché le développement et qui ont créé des crises sociales terribles. Nous nous rendons parfaitement compte que ça doit changer. Et qu'au niveau mondial, des grands organismes comme la Banque mondiale et le FMI doivent être là pour essayer d'aider ces pays à se développer et pas les contraindre de suivre un modèle qui est inadapté. Quand on vous dit que pratiquement la moitié des Africains vivent avec l'équivalent de moins d'$1 par jour, après plus de 25 ans de programme d'enrichissement structurel, ça vous montre à quel degré ces institutions ont mené le continent africain au bord du gouffre. Le programme d'ajustement structurel. Oh, ok, c'est un grand désastre. Parce que le FMI et la Banque mondiale le reconnaissent maintenant. Ils ont fait des dégâts énormes. Mais ils sont été logiques avec eux-mêmes. Ils étaient là pour quoi? Pour mettre le pays en situation de rembourser la dette extérieure. Parce que la dette extérieure, elle est publique. Pour la rembourser, il faut beaucoup exporter pour pouvoir les devises qui vous permettent de rembourser la dette parce que vous l'avez contractée en devise. Donc, pour la rembourser en devise. Et aussi, ils ont fait de l'antisocial. C'est-à-dire, on va marchandiser des services sociaux. Les écoles, regardez les écoles privées. Hein? Les cliniques privées. Hein? Les chefs d'État africains et même les populations souvent qui sont de la plupart analphabètes pensent que le FMI et la Banque mondiale c'est important pour les pays africains. Vous avez vu, il y a beaucoup de gouvernements qui sont fiers d'exhiber les accords qu'ils signent avec la Banque mondiale et le FMI. Alors que c'est des prêts qu'on contracte à des conditions qui ne sont pas connues. Alors que nous contractons ce nouveau prêt pour rembourser des dettes totalement improductives. Le Fonds monétaire avait dit, et la Banque mondiale avait dit à Senghor, nous ne pouvons plus continuer de vous prêter de l'argent ou de vous en donner. Et nous n'accepterons plus non plus que les membres de nos conseils d'administration français, américains, etc., vous donnent ou vous prêtent de l'argent si vous ne revoyez pas vos politiques à l'interne. Senghor avait accepté ça. Il ne pouvait pas faire autrement. On a commencé donc à changer nos politiques. Politique agricole, politique industrielle, politique de santé, politique d'éducation, pour nous conformer aux lettres de politique de développement suggérées ou même imposées par la Banque et le Fonds monétaire. La Banque mondiale et le Fonds monétaire sont venus nous dire ce que Senghor a fait, c'était bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant que vous ayez de véritables politiques d'ajustement structurel qui rendaient les conditionnalités encore plus rigoureuses que celles qui avaient été imposées pour le programme de redressement économique et financier. Nous disons par exemple que il n'était pas normal que l'essentiel des ressources financières tirées des impôts soit consacré pour payer des fonctionnaires. Et qu'il fallait au contraire réduire la masse salariale. Ceux qui touchent la masse salariale la plus importante, c'est les forces de l'ordre, l'armée, la police, la gendarmerie. Vous ne pourrez convaincre aucun chef d'État de réduire ça. Donc après ça, viennent ensuite les enseignants, instituteurs, professeurs. Si vous nous dites de ne plus recruter des instituteurs et des professeurs, vous allez à l'encontre du point de vue que vous partagez avec nous, que le développement, c'est d'abord l'éducation et la formation. On a eu beau leur dire ça pendant 2 ou 3 ans, pour opposer à chacune des règles de conditionnalité qu'ils voulaient nous imposer, des arguments qui sont inspirés par nos propres réalités. Nous avons eu pendant près de 1 an ou 2 discuté avec eux. À un moment donné, nous avons dû accepter, parce que si nous n'acceptions pas qu'on nous prête de l'argent ou qu'on nous en donne, nous risquions d'être étouffés. Pour cette raison, nous avons convenu d'un plan d'ajustement structurel, une première période. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette,
je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Le but de l'endettement, c'est en principe de s'endetter sur des projets productifs qui peuvent ensuite vous donner des revenus vous permettant de rembourser. Mais tous les projets que nous financions n'étaient pas des projets productifs, parce qu'il fallait aussi, il y avait des dépenses de souveraineté, il y avait des dépenses concernant l'éducation, concernant la santé, qui ne permettent pas d'avoir tout de suite des revenus. Nous n'avions plus qu'une chose à faire, payer les dettes et ne plus assurer des investissements pour faire avancer nos pays. Il y a même des pays qui ensuite ne pouvaient plus payer les dettes parce que s'ils payaient les dettes, ils ne pouvaient plus assurer le fonctionnement normal de l'État. Les conditions dans lesquelles on a contracté les dettes n'étaient pas des conditions acceptables pour l'Afrique. C'est de considérer que la dette n'a servi qu'à amplifier le processus de pauvreté et de pauvreté dans nos pays. C'est de considérer que si on continue à payer, on ne peut pas espérer financer le développement ou le progrès de nos sociétés. Le Niger est à lui seul l'exemple que la dette ne produit pas le progrès, elle ne produit pas le bonheur. En 1975, la dette du Niger elle était de 27 milliards. En l'an 2000, elle était à plus de 1000 milliards. Donc en 25 ans, elle a été multipliée par 40. Et en 25 ans, la population s'est appauvrie dans les mêmes proportions. Le remboursement qui a déjà été fait, ce remboursement est supérieur à ce qu'était la dette. Mais nous en sommes arrivés à cette situation et pour avoir été leurrés par un idéal de développement et qui a consisté à emprunter et pour réaliser un projet de société non concerté et cruellement dépendant de l'expertise internationale et des importations. Donc les prêteurs et qui, dans le contexte des années 70, qui était une situation marquée par, disons, au niveau des banques, par une situation de surliquidité, qui devait prêter, qui voulait prêter, qui faisait justement le tour des États et pour que nous puissions emprunter. Ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Donc on pouvait nous vendre à la fois les idées et les capitaux nécessaires, et avec des taux et d'usure, sous prétexte que nous sommes des pays à risque. Donc quand on prête à des pays à risque, on peut se permettre de pratiquer des taux d'intérêt plus élevés. Mais il se trouve qu'au terme de plusieurs décennies de remboursement, même les pays en guerre remboursent. Donc le risque, même si le risque se vérifie, cela n'a pas empêché la plupart des pays de rembourser. Ce qui veut dire qu'en fait, on a appliqué, on nous a volé tout simplement. Donc, il faut que les pays du Nord, nos partenaires, acceptent que, ensemble, nous mettions autour d'une table pour revoir ce problème de dette et accepter leur annulation ou leur rééchelonnement ou leur diminution. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Des institutions comme la Banque mondiale, le Fonds européen de développement, ont dit non, nous ne pouvons pas le faire parce que nous, si nous annulons les dettes, nous n'avons plus de rentrée pour pouvoir financer les opérations futures. Le fait que les États qui sont censés être des entités souveraines soient endettés au point d'en perdre leur capacité de penser et de décider par eux-mêmes est surréaliste du point de vue de l'homme de la rue. Mais ce qu'il est davantage, c'est que par le truchement de l'État, il l'est lui-même, ainsi que ses enfants et ses petits-enfants, et sans en être informés. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer.